reconnaissance particulière. Je vois ici mes lecteurs, des amis proches. Je vois aussi ma femme, mes filles. Je vois toutes sortes d'amis. Et j'ai l'impression d'être mort et de me retrouver dans une sorte de paradis. On m'aurait donné comme cadeau, c'est le rêve de tous les rêveurs, de se retrouver à un endroit où il n'a que des amis, des gens qui lui sourient. Quand on est un vivant, on se pince. Ce n'est pas très normal. D'ailleurs, on vous l'a dit, quand vous voyez tous ces gens que vous connaissez, que vous aimez ensemble dans un même espace, vous devez vous douter qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Pour moi, ce sera d'être grand Montréalais. Ça veut dire que si j'arrive à Montréal, que j'ai perdu mon passeport en chemin, je laisse en place. Grand Montréalais. C'est une histoire qui date de très longtemps. Je me souviens. C'est ça le problème de ceux qui voyagent. Ils doivent raconter leur histoire 2 fois. J'ai raconté cette histoire dernièrement à Port-au-Prince. Je la raconte ici. Il faut la raconter à ceux qui ne savent pas et ensuite la raconter à ceux qui la connaissent trop. Il n'y a que moi qui fasse le lien dans ce récit. Je suis le narrateur trop visible. Cette histoire a débuté il y a très longtemps, un soir de 1976, j'étais arrivé à Montréal. Dans cette ville où je découvrais tout du premier coup, la chaleur de l'été, je suis arrivé en été, la chaleur de l'été, les gens dans les rues, la liberté, les klaxons des voitures le soir à Port-au-Prince à cette époque-là inquiétaient déjà. Et je me promenais dans cette ville où je voyais les gens attablés sur les terrasses en train de boire, de rire. On était en plein jeu olympique. Et quelqu'un a eu l'idée magnifique de m'amener écouter du jazz chez Doudou Boissel, au soleil levant, Rising Sun. En haut à l'étage, vous grimpez un petit escalier raide et on tombe sur un gros type un peu bedonnant, au grand rire, qui est guadeloupéen. Il s'appelle Doudou Boissel, la cuisine et la petite salle, la petite piste, la petite scène pour ses invités magnifiques. Ce soir-là, Dizzy Gillespie et ce soir-là, Nina Simone était de la partie et puis Maman Tonton. Moi, je pensais que j'allais être chaque soir. Et j'ai appris à écrire. J'ai écrit dans un livre dont la demoiselle a fait une lecture émouvante pour moi. J'ai écrit, j'ai appris à écrire en regardant Nina Simone chanter en tenant d'une main une cigarette et de l'autre main un verre de rhum guadeloupéen. Et en regardant par la fenêtre la lune qui descendait, cette grâce, cette façon de faire beaucoup de choses en même temps, on voit très bien qu'il y a là comme un jongleur de cirque. Faire beaucoup de choses très compliquées, le faire avec cette aisance, cette nonchalance, mais donner l'impression que tout cela se déroule de façon si ordinaire, si naturelle, si quotidienne, si évidente, m'a paru, m'a frappé. Et je m'étais dit, ça pourrait être un peu mon esthétique. Je voudrais pouvoir écrire comme ça et donner au lecteur l'impression de lire un livre où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases, où les images sont là, c'est simplement donné, si naturellement donné, qu'elles bondissent de la page pour sauter à la gorge du lecteur ou pour toucher le lecteur au point le plus chaud à son cœur. Je regardais Nina Simone, sa voix si triste, chanter Brel, et j'étais si touché. Et pour moi, c'est Montréal, c'est l'entrée dans Montréal. Après, ce fut des moments plus difficiles aussi, mais tout cela est juste. Tout cela est normal. J'avais 23 ans et c'était normal que j'apprenne à vivre comme les gens vivent. Je ne voulais pas être ces écrivains intellectuels tête en l'air qui ne connaissent pas ce que d'autres appellent, dans des concepts difficiles, la dure réalité de la vie.
J'avais l'impression, je soupçonnais qu'il y avait un lien entre écrire et cette dure réalité de la vie. Je l'ai fait avec enthousiasme, les années d'usine, mais je me souviens entre autres de ce moment où j'étais au parc La Fontaine, presque en face, je ne savais pas encore, de l'ancienne bibliothèque de Montréal. J'étais assis avec une petite valise en fer blanc et je me disais que ce moment est difficile puisque je n'avais pas d'endroit où habiter, mais que ce moment sera un jour un souvenir. Parce que cette ville me semblait habitable. Les gens, je les regardais passer, ils étaient dans leur couleur à l'époque, il y avait presque fluo, le jaune, le pastel était à la mode étrangement, et ça me faisait plaisir, c'était si différent des couleurs qu'on portait en Haïti, qui étaient des couleurs plus vives. Et là, brusquement, je voyais toutes ces fleurs printanières en pastel qui passaient à côté de moi, cette jeune fille à vélo, et tout ce bonheur de vivre, cette transhumance qui descendait là où c'est Catherine, dont elle avait signalé le côté magique de cette rue tout à l'heure. Et je me sentais dans cette vie, dans cette chaleur, dans cette ville. J'avais refusé d'habiter dans un endroit où il y a trop d'Haïtiens. Pas parce que je méprisais des gens qui me ressemblaient, parce que je voulais être dans la ville même. Et c'est pour cela que j'avais choisi Saint-Denis, la rue Saint-Denis. J'ai loué une petite chambre avec un ami qui est ici présent, Roland Désir, et qui m'a servi d'ailleurs de personnage pour le portrait de mon premier roman, Bouba. C'est lui, Bouba, à qui j'ai dédié le livre, à Roland Désir, en train de dormir quelque part, n'importe où sur la planète, quelque part sur la planète. On a habité ensemble dans cette petite chambre, séparée par un paravent à grands oiseaux stylisés, japonais. Tout était vrai dans le livre, il peut en témoigner, il est présent. Mais le connaissant, et ce n'est pas par hasard que vous ne le connaissez pas, c'est parce qu'il ne tient pas à être connu. Ça fait près de 30 ans, et on ne le connaît pas. Et qui n'a pas rêvé, quel journaliste n'a pas rêvé d'interviewer Bouba, ce personnage qui est un peu la pierre angulaire du roman Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, ce personnage qui a passé sa vie dans le sommeil, si amoureux du dictionnaire, qui me faisait de lire les mots du dictionnaire, tout est vrai. Quand je l'ai connu en Haïti, il a lu le dictionnaire et il me buvait du thé. Ce personnage qui a des goûts si étranges, qui a fait une sorte de grande, il a fait l'éloge de ce livre dans la vie, comme il a dit, de la femme laide. Il dit la beauté expose, la laideur protège. La laideur pour lui, c'est quelqu'un qui, étant protégé, pouvait garder toute son énergie à l'intérieur. Et quand quelqu'un arrive à faire exulter une telle personne, on est payé en retour. C'est lui qui disait qu'une femme belle passe son temps à vous demander « parle-moi », ce fameux « parle-moi » dont on parle tant d'ailleurs, c'est pour lui faire des compliments. Alors la femme belle est toute heureuse d'être avec vous dans ce lit. Puis choisir, le choix est simple. Donc c'est encore Bouba qui m'a permis, en le regardant vivre, de créer ce personnage qui avait donné à l'autre personnage, celui qui était pris dans l'ambition de devenir un écrivain, l'ambition d'écrire, et qui arpentait les rues de Montréal, et pour la connaître, de lui donner une intimité, et de donner quelque chose qui va permettre à ce livre de résister au temps. C'est ma grande vanité, comment faire l'amour 30 ans après, est encore dans les livres. De résister au temps, c'est-à-dire la part de solitude. C'est ce qui a fait de ce livre un livre qui n'était pas un livre d'obsédés sexuels, mais l'histoire de deux jeunes hommes pris dans une nouvelle ville. Ce pourrait être deux personnes venant de Rimouski, dont on a oublié de dire que j'ai reçu un doctorat honoris causa à Rimouski, UQAR. Alors ça peut être deux jeunes femmes,
deux personnes pris dans une nouvelle ville qui n'arrivent pas encore à trouver leur repère. L'un sort et l'autre reste dans la maison. L'un étant, disons, le revers de l'autre. Et bien voilà, c'est de cette ville, de cette rue Saint-Denis que j'ai trouvé la matière pour cette autobiographie américaine. Mais la source vient de plus loin, de très loin, sautant Port-au-Prince même et ses violences pour tomber dans la tendresse d'une cafetière de Petit Poivre et d'une grand-mère d'Arc. J'ai fait de ces mélanges, ces colorants dont Céline parle parfois, je les ai mélangés pour que ça donne quelque chose, une mixture, un cocktail où je plongerai ma plume pour tenter d'écrire un livre, un seul livre, puisque j'ai toujours rêvé d'être un dentiste, c'est-à-dire d'être l'auteur d'un seul livre, une autobiographie américaine. Ce long et incessant portrait a été possible grâce à des gens placés sur ma route. Jacques Lanto, un enthousiaste. Lanto, c'est simple. Il croit qu'il a écrit mes livres parce qu'il les défend encore avec une rage de vent. Je publie un livre, un article pareil, il n'est pas très positif, ça veut dire qu'il n'a pas dit que c'est un chef-d'œuvre, et Lanto propose d'aller casser la gueule au critique. Je dois le calmer. Le jury d'un prix littéraire d'importance n'a pas donné son prix à son écrivain. Lanto propose de passer sa voiture sur son corps. Enfin, le corps du jury, l'ensemble. Je dois le calmer. J'ai vu un homme avec un tel enthousiasme qui a défendu les 10 premiers livres qu'il a publiés que j'ai été impressionné par le caractère réservé, pondéré, ironique et tout aussi enthousiaste de mon prochain éditeur, un autre, Jacques Godbout. C'est Godbout, je crois, à Toronto, qui m'a vu et qui m'a, dans un coin près de l'ascenseur, et qui m'a dit, au moment où on attendait l'ascenseur ensemble, et a dit, je vais lire tous vos livres et je vous donnerai des nouvelles. J'étais très impressionné parce que Jacques Godbout, c'est pas rien. À la fois cinéaste, romancier, essayiste, de haut vol, intellectuel. Et moi, c'est important pour moi, un intellectuel, et c'est important pour une ville, un intellectuel. J'ai vécu dans une ville d'intellectuels, Port-au-Prince, et j'ai été très impressionné par le caractère de devenir intellectuel de Montréal, les institutions mises en place pour créer cette figure d'intellectuel. Et Godbout a été le fondateur de l'Union des écrivains et de d'autres institutions pour créer, façonner la figure intellectuelle. C'est extrêmement important, un intellectuel dans une ville. Il peut calmer le jeu. Il peut, à un moment donné, proposer d'autres pistes. Et magnifiquement, Godbout a voulu m'a présenter à son alter ego, mon éditeur et néanmoins ami, Pascal Associani, et qui m'a pris en charge. Et j'ai oublié de dire que les premiers livres ont été publiés chez Velmi Éditeur, qui aujourd'hui, maintenant, appartient à Québecor. Et Godbout m'a donné à Pascal Associani, qui, lui, a préféré m'inviter à dîner avant de me refiler à Jean Bernier, le soupçonneux, le pointilleux, le lecteur attentif et en même temps aussi très généreux de Jean Bernier, qui m'a reçu dans son petit bureau pour me parler de mes livres avec une telle gentillesse, une telle grâce, que cela me touche encore. Boréal a beaucoup fait pour ma littérature. Je l'ai dit un jour à Pascal Associani, j'étais connu, mais je n'étais pas lu, et aujourd'hui, je suis lu et connu. C'était avant d'être immortel. Lu, connu et immortel. Un jour, Rodney Saint-Éloi est venu chez moi, comme il le fait souvent, et il a fouillé dans mes affaires, comme il le fait souvent, et il a trouvé
un grand carton rouge, c'était des chroniques que je préparais, que j'avais publiées dans l'hebdomadaire haïtien paru à New York, Haïti Observateur. Il m'a dit, ah mais ça c'est intéressant, il les a regardés, je voudrais les publier. Je lui ai dit, faites-le, mais ne m'en parlez pas. J'étais très occupé, je terminais un livre, je n'avais pas le temps. Il l'a publié, et ce fut le début de notre relation d'éditeur et d'écrivain. Nous avions déjà une relation d'amitié. Et c'est extraordinaire parce qu'on a publié plusieurs livres ensemble, mais ce ne sont pas les livres qui resteront dans nos mémoires, c'est plutôt ce moment qu'on a passé ensemble. Au moment du séisme, on était ensemble, comme il l'a dit tout à l'heure, on était présents à l'hôtel Caribé, d'où je viens il y a 2 jours encore, et où j'ai mangé presque à la table, j'ai dit presque à la table, pour le séisme pas surpris parce que je suis haïtien, donc superstitieux, je ne vais jamais m'asseoir à cette même table, de peur qu'une nouvelle secousse arrive. Et c'est ainsi qu'on a publié. En 1985, au moment à la sortie de Comment faire l'amour avec une existence fatiguée, j'étais dans mon stand avec Jacques Lanto quand je vis arriver une femme étrange qui s'avançait vers moi les bras ouverts en criant mon nom alors qu'elle ne me connaissait pas. Je me suis dit, quelle personne étrange. Et cette personne étrange est restée depuis dans ma vie. Elle s'appelle Ina Bénécis Roca, elle est ici présente. Elle m'a dit tout à coup, vous êtes un grand écrivain, je voudrais vous faire passer dans mon émission, et écrire des livres sur vous, et peut-être même des revues. Elle a fait tout cela. Elle a fait tout cela, et je suis très content de ce qu'elle a apporté à ma vie et à ma littérature. Donc vous voyez que je ne suis pas fait tout seul. Et j'ai eu des femmes dans ma vie aussi, et pas encore ma femme. Une femme aux grands yeux, une fois, est venue me trouver pour me dire qu'elle avait envie de me connaître. Elle s'appelle Sophie Fauché. J'ai eu aussi, si l'on peut dire, des familles dans ma vie. Une famille. Eh bien, si jamais vous faites quelque chose et vous voulez que cela se passe bien, vous voulez que ce soit une réussite, invitez les Métellus. Depuis le premier jour, la famille Métellus m'a suivi dans tous les événements où je suis impliqué. Comme ils ne sont pas assez nombreux, je ne peux pas poser ma candidature comme député ou maire. Mais si c'était possible, s'ils me tenaient qu'à eux, je serais maire de la ville de Montréal. Donc il y a là, ici présent, toutes sortes de gens qui me touchent et dont certains viennent d'arriver dans ma vie, comme le consul général de Montréal, Justin Biard, avec qui je viens de faire une longue tournée en Haïti. Tournée que je vous invite à faire, puisque je suis parti de Port-au-Prince, de l'hôtel Caribé, jusqu'au Caille, dans une féerie de verdure. C'est vrai qu'Haïti est désertique. C'est vrai que le nord d'Haïti l'est. C'est vrai, quand on parle de désert, on parle d'absence de forêt, d'arbres. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vert. C'est magnifique, cette route. 4 heures. 4 heures de vert. Je suis allé dans le sud d'Haïti, au Caille. Je suis allé aussi à Aké, où il y a eu un grand festival. Et je suis allé à petit trou de Nip. Dans ce pays mégalomane, est-ce que l'ironie s'appelait petit trou de Nip? Et c'est là, dans cette jolie petite ville, magnifiquement placée au bord de la mer, qu'il y a une petite bibliothèque, la première, qui s'appelle Daniela Ferrière. Une chambre, avec des livres et une ville assoiffée de lecture. La dernière fois, il y a à peine un mois, il y a eu une petite secousse dans la ville de Petit Trou de Nip. Généralement, dans ces petites villes, quand il y a un malheur ou quoi que ce soit, les gens se réunissent autour de l'église. Cette fois-ci, ils étaient tous venus devant la bibliothèque. Pour rentrer dans les analyses et commentaires de Jacques Godbout, je dirais que c'est un moment pour cette ville de la Révolution tranquille, c'est-à-dire au moment où Québec a choisi l'église face à l'école face à l'église. Ils ont choisi le livre.
les livres face aux livres. Donc c'est magnifique de voir Haïti dans cette effervescence et de voir ce parcours bien dessiné peut-être dans l'énigme du retour. Celui qui est parti puis est revenu. Pour revenir à Montréal, pour aimer, il ne suffit pas de vivre dans une ville, il faut la quitter